Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Postcasque, je suis avec Ali, un des fondateurs du podcast et également un ancien élève de classe prépa. Aujourd'hui, on va plonger dans le personnel, revenir sur son parcours, ses expériences et les défis qu'il a dû relever. Préparez-vous à découvrir les coulisses de ces années exigeantes et comment elles l'ont forgé, tant sur le plan professionnel que personnel. Les amis, ce serait très important que vous vous abonniez au podcast et que vous mettiez un pouce bleu ou une revue de 5 étoiles selon la plateforme que vous écoutez. Une bonne note sur le podcast pourrait convaincre des invités de venir sur le podcast, donc ce serait très important pour nous. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Postcasque. C'est le premier épisode que j'anime, alors je me présente, c'est Lucas. Et aujourd'hui on va parler course à pied, on va parler résilience, on va parler classe préparatoire. Et c'est avec honneur aujourd'hui que j'invite Monsieur Postcasque, Ali. Comment ça va? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la place de l'invité là? Mais incroyable, merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on va faire un bel épisode ensemble. J'ai énormément de choses à dire, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est parfait, hein, on va parler de prépa là. Carrément, moi ça me parle. J'espère que t'es prêt. Hein. Je suis prêt. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des choix qui vont forger, des choix qui forgent, des choix qui sur le court terme sont difficiles, mais qui nous serviront tout au long de notre vie. On va te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Alors pour ça, j'ai une petite phrase d'introduction. Ok. Imagine, t'es devant un employeur et tu dois te vendre. T'es un entretien d'embauche, tu dois te vendre. Comment est-ce que tu le ferais? Bah écoute, imagine un mélange entre un étudiant, ingénieur, passionné par la science, par la technologie, par la société en général, et un semblant d'artiste animé par les rencontres qu'il fait au quotidien, qui déborde d'énergie, de volonté aussi. J'ai envie d'apprendre toujours plus chaque jour, car ça permet de mieux me comprendre moi-même. Donc ça, c'est la première chose. Je suis quelqu'un qui trouvera des solutions concrètes à des problèmes complexes. Donc ça, c'est aussi un de mes leitmotifs tous les jours. J'aime repousser les limites un peu comme toi. Je ne me satisfais jamais du statu quo. Et monsieur l'employeur, si vous cherchez quelqu'un d'idéal aujourd'hui, je suis devant vous. Donc c'est ça que je dirais à mon employeur. On se permet d'écrire un peu. Je trouve que, en fait, et on pourra en reparler dans l'épisode, aujourd'hui, on a tendance à ne pas vouloir se vendre. Et moi, mon objectif, c'est d'être assuré. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, tu vois, on rentre dans le vif du sujet, mais aujourd'hui, je suis là devant toi. Ouais. Parce que justement, ce projet-là que j'ai lancé en janvier, Postcasque, et que du coup, on a continué ensemble, toi et Max, c'est une des façons de me vendre, ou du moins, de proposer une vision de ma vie à moi, en fait, de la vie que je veux. Et c'est la vision, proposer une vision, c'est être entrepreneur. Et donc voilà, dans en fait le parcours d'études que j'ai choisi et dans la vie que je veux me construire plus tard, pour moi se vendre c'est fondamental et il faut absolument qu'on arrête de penser que se vendre, si on le fait bien, c'est mal. D'accord, bah très belle présentation. Hein. Je réfléchirai peut-être à prendre dans l'entreprise. On verra bien. Alors déjà pour les gens qui nous écoutent, hein, peut-être qu'ils ne savent pas. Hein, qu'est-ce qu'une prépa? Dis-nous, quelle est ta manière de présenter une prépa? Qu'est-ce qu'une prépa? Ok, bah là du coup pour la saison 2, on avait déjà abordé la prépa dans la saison 1 avec Ilias. Je sais pas si tu te souviens de l'épisode. Il y a des choses qu'on n'avait pas dites, donc je vais refaire une petite définition de la prépa. Bon, la classe prépa, c'est quoi? Dans mon cas, ça a été un des moyens de devenir ingénieur. Donc la classe prépa, en fait, elle va vous former pendant 2 ou 3 ans à passer des concours. Donc pour ma part, des concours aux grandes écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, le sigle de la classe prépa, c'est la CPGE, la classe préparatoire aux grandes écoles. Donc elle vous permet de préparer les écoles les plus prestigieuses ou les écoles les plus spécifiques. Donc c'est une abréviation du sigle CPGE que vous choisissez sur Parcoursup à la sortie du lycée. Donc en fait c'est vraiment un bac plus 2 la prépa qui vous emmène du coup dans les écoles pour passer généralement des bacs plus 5. Donc la prépa, il y en a 3. Hein. Il y a la prépa scientifique, donc ça qui vous prépare aux écoles d'ingénieurs ou à des métiers de recherche scientifique. Il y a la prépa commerce qui vous prépare aux écoles de commerce, hein, comme son nom l'indique, donc HEC, ESCP, etc. La prépa littéraire qui, elle, va vous emmener vers des facultés prestigieuses comme à Paris, on peut citer la Sorbonne, Assas, Nanterre par exemple,
ou des IEP. Donc les IEP, c'est Sciences Po en fait, Sciences Po Lille, Sciences Po Paris, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect théorique de la prépa. Mais la prépa, en fait, et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de développer dans cet épisode, c'est que la prépa, c'est une école de la vie. Plus qu'une formation, elle peut être vue et ressentie parfois comme un rouleau compresseur par les étudiants, qu'on appelle les préparationnaires. Classe prépa, préparationnaire. Donc ça, c'est le nom des étudiants qui choisissent la classe prépa. Donc c'est une formation exigeante qui va en fait agir parfois comme un rouleau compresseur, qui formate, qui structure, et qui va vous préparer à suivre des rails qu'on peut parfois appeler élitistes. Ceux qui passent par la prépa sont généralement considérés comme des élites. Donc c'est quelque chose que moi je vois et dont je suis pas forcément d'accord. Mais en tout cas voilà, c'est on va dire la formation, on appelle ça la voie royale. C'est la plus dure, mais en réalité c'est peut-être aussi la plus facile parce que c'est aussi celle qui vous accompagnera le mieux. Ah, c'est drôle, ils disent que justement c'est la plus facile du coup. Et ouais, parce qu'en fait c'est le prolongement du lycée. Donc en fait, si tu veux, tu peux pas te permettre à partir du moment où tu lâches, bah t'as l'épreuve derrière toi pour te dire de revenir à ton objectif et ils sont toujours. C'était moi ma prof de maths, c'était ma mère quoi. Enfin tu vois, elle était vraiment à mon chevet quoi, et surtout en deuxième année pour le coup. Mais qui était la plus dure. Mais ouais, j'aurais l'occasion d'en revenir. Ouais. Dans mon cas du coup, ça a été un rouleau compresseur qui formate parce qu'elle m'a mis à terre. Mais ça a aussi été une école de la vie, une véritable école de la vie. Pourquoi ? Parce que c'est une formation qui, comme je l'ai dit, est exigeante. Elle vous forge l'esprit, elle vous forge mentalement, physiquement, elle vous plonge dans vos limites et en fait, elle vous plonge dans les tréfonds de votre cerveau, quoi. Donc, vous allez me dire des grands mots pour définir un truc pas forcément extraordinaire. Mais concrètement, c'est quoi dans les faits, quoi comment ça se passe une journée en classe prépa. Donc, en gros, c'est un peu comme le marathon. Donc, on pourra faire le comparatif à la fin, mais si tu veux, c'est un ensemble d'épreuves qu'on va t'imposer dès l'entrée à la classe prépa pour essayer de te tester, pour essayer de te faire grandir intellectuellement et pour t'amener jusqu'au concours qui normalement se réalise en deuxième année si tu n'as pas arrêté avant. Parce qu'il y a quand même des gens qui arrêtent. Donc, en prépa scientifique, je vais parler pour mon cas. On a des cours scientifiques, mais pas que. On a aussi des cours de philo et on a des cours d'anglais, de langue ou du moins la langue que vous avez choisie, anglais, allemand, etc. Donc maths physique à coup de 7 heures par jour, tous les jours, entremêlés de sciences appliquées aussi en laboratoire. Et donc on a les cours, on a les soirées révision qui deviennent une tradition en fait quand t'arrives en prépa. Déjà en fait t'arrives dans un monde, un nouvel univers que toi tu connaissais pas du tout. T'étais habitué à généralement être le premier de ta classe et tout au lycée, voilà. Et être en province et du coup en province t'as pas forcément les mêmes profils à côté de toi. Et donc on a les soirées révision ensemble parce que moi j'étais à l'internat, j'aurai l'occasion d'en reparler après. On a les devoirs surveillés. On a l'école. L'école. Qu'est-ce que c'est une école ? En fait, l'école, c'est, si tu veux, 1 heure d'interrogation orale où en fait on est à 3 devant un tableau avec un colleur. Donc un colleur de maths, un colleur de physique. C'est un truc qui est imposé entre guillemets. Exactement. Ok. En fait, c'est pas un truc que toi tu t'imposes, c'est vraiment un truc qui est vraiment pas du tout. dans la formation quoi. En fait, si tu veux, on a ça toutes les semaines pour pouvoir préparer les épreuves orales qui arriveront au concours. D'accord. C'est une simulation de la vraie épreuve que t'auras le jour même du concours. D'accord. Mais t'as ça toutes les semaines. Parfois même de 19h à 20h. Ça peut être vite éprouvant, quoi. Ah, mais c'est terrible. Ouais. Ça dépend du colleur. Ah bon? Parce que, en fonction de la personne qui est en face de toi, tu vas avoir un colleur qui va vouloir te descendre parce que ta tête lui revient pas, quoi. Et tu vas avoir des colleurs qui sont hyper sympas et qui vont tout faire pour te dire, de continuer et d'aller au bout. Est-ce qu'ils le font pas exprès eux de te saquer un peu? Bon si, c'est le but. C'est en fait moi j'ai eu le cas première année, j'ai des profs, une équipe de professeurs extrêmement ludiques et du moins pas ludiques mais nouvelle génération. Ouais. En fait ils vont essayer de te montrer l'intérêt que t'as à apprendre et à t'imposer cette charge exigeante là. Donc ça c'était la première année. En deuxième année du coup j'ai revu
quand même la différence. On a j'ai travaillé pour ça, mais d'aller en classe étoile, et on avait des profs qui étaient beaucoup plus stricts, beaucoup plus exigeants, qui devaient respecter des statistiques. C'est une voie qui est beaucoup plus exigeante du sens où ça y est, t'es vraiment dans le truc le plus haut de l'école. Bah c'est ça. Après, si tu veux, quand tu sors, moi ça fait longtemps, hein, moi là ça fait 2-3 ans que je suis sorti de la prépa quand même, mais ouais, en fait quand t'arrives là, tu te dis mais je vais vouloir aller dans la meilleure classe possible en deuxième année, et du coup tu t'inventes une sorte de, enfin c'est ça ou la mort quoi, limite, hein. Vraiment, hein. Donc nous on est matrixés par la classe étoile, etc. Enfin bref. Surtout quand t'es dedans depuis un an. Et puis même plus que ça, plus que les classes, parce que ça c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est la finalité, c'est d'avoir une école qui est dans le top 5, top 10 quoi. Et les profs, ils ont des statistiques à respecter. Et donc en fait, c'est aussi égoïste de leur part de vouloir faire que les élèves aient les meilleures écoles, tu vois. Donc t'as des profs qui sont extrêmement durs avec toi et qui vont te mettre plus bactère pour te tester, parce que il faut respecter les stats, parce que ils veulent écrémer. D'accord. Donc t'as ça. Je finis juste, il y a du coup plusieurs types de concours que tu passes à la fin, ce qu'on appelle les banques de concours. Donc chaque banque, elle est liée à un groupe d'écoles, et en fait ces banques, elles sont relativement représentatives des niveaux de chacun. Donc on est à peu près 8000 étudiants en prépa scientifique, je crois, en France. Donc 8000, tu vois, c'est déjà pas beaucoup, hein. Non. Parce que t'as 10% à la sortie du bac, t'as 10% de taux de sélection en moyenne dans les prépas. Après, ça dépend de la prépa que tu choisis. Si tu vas dans une parisienne, t'as 3-4% de chance d'être pris. Donc t'as 8000 personnes au début, et entre guillemets, t'en as peut-être 500 à la fin. Ouais, parce que le tri a été fait. Vraiment dans les meilleures écoles. Parce que le tri a été fait avec toutes les preuves qu'ils ont subies, quoi. Exactement. Ok. Et donc la prépa, pour finir sur qu'est-ce que la prépa, c'est un monde, c'est une aventure humaine, plus que scolaire en fait, parce que quand tu prends du recul et que tu reviens dans la vie en général, on aura l'occasion d'y revenir après sur qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Mais c'est un environnement stimulant qui te permet d'accéder à l'excellence en réalité, académique, mais pas que. Elle peut vous faire tomber plus bactère aussi. Moi j'ai des copains qui sont encore séquelés, qui ont des grosses séquelles de la prépa, et qui veulent pas du tout en reparler, et voilà, c'est une expérience qui peut vraiment détruire. C'est arrivé, mais en fait ça peut aussi te propulser vers des possibilités énormes, quoi. Voilà. Ça c'est pour la prépa. Du coup, tu nous dis que c'est une voie qui est difficile, qui est vraiment très compliquée, qui peut te mettre plus bactère, mais du coup, si c'est une voie si difficile, pourquoi toi t'as choisi d'y aller? Bah ouais, du coup là on aborde un point vraiment important. Bah il y a plusieurs choses, malheureusement ou heureusement, chacun en fait se fera son propre avis, mais tout me dirigeait vers la prépa. Pourquoi? Parce que malheureusement, et je mets le mot malheureusement parce que moi je suis pas d'accord avec le système scolaire actuel. Non mais je pense vraiment que, tu vois, j'ai eu de la chance en fait. J'ai toujours été hyper scolaire, j'ai été bon, j'ai à peu près respecté toutes les normes de la société actuelle, française ou occidentale en général, mais le système scolaire était adapté pour moi. Donc, j'étais bon. Donc, on m'a dirigé vers la prépa parce que on considère que si t'as au-dessus de tel nombre de moyennes, j'avais plus de 16 de moyenne par exemple, bah en fait t'es obligé de faire prépa ou d'être avocat ou d'être médecin, quoi. Bon, donc en fait pourquoi j'ai choisi cette voie difficile? En fait je l'ai peut-être pas choisi. Tu vois, c'est plus en fait la manière dont je me comportais à l'école qui m'a intuitivement dirigé vers la classe prépa. Mais par contre, il y a quand même deux choses après coup qui me font dire que c'était un choix quand même, hein. Okay. Après en fait la prépa moi j'ai découvert hyper tard parce que comme tu le sais, moi je viens de la même ville que toi, enfin on vient du même secteur entre guillemets nord de la France, Valenciennes. Le Valenciennois qui enfin j'ai rien à dire sur le Valenciennois, mais non mais en fait en terminale, j'ai appris que ça existait parce que moi de base je voulais faire la petite école d'ingénieur du coin. Et ce qui est tout à fait normal, et ce qui est tout à fait ce qui d'ailleurs honorable. A fait certains de nos camarades. Mais carrément.
Et en fait, c'est très bien comme ça. Et moi, en fait, la prépa, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé en seconde au lycée, tu sais, les maths, c'est hyper important en S. Et du coup, je voulais faire S. Et les cours, en fait, qu'on proposait au lycée étaient vraiment pas au niveau que j'imaginais. Donc, je me suis mis à avoir un prof particulier. Au début 1 heure par semaine, après 2 heures par semaine, après 3 heures par semaine, après 4 heures par semaine. C'est-à-dire que des fois, je finissais les cours à 19 heures, j'allais en cours de particulier de maths et pendant 2 heures, on faisait des maths et on était trop contents, quoi. Et donc lui, t'aimais ça quand même. J'adorais, ouais. j'adorais, mais c'était pas gagné en seconde. Et donc lui, en fait, commence à voir que je progresse, seconde, première, terminale, puis en terminale, il me dit non mais Ali, franchement, il faudrait que tu te renseignes sur Fédherbe, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs prépas. Lui, il avait été prof dans certaines des prépas, ou du moins, il avait été colleur dans des prépas. D'accord. Et tu vois, il m'en parle en terminale et il me dit bah voilà, en fait, ça peut être pas mal de faire ça parce que tu verras, ça va vraiment peut-être changer ta vie ou du moins t'ouvrir des portes énormes. Et c'est vrai, hein, ça ouvre beaucoup de portes, mais ça peut enfermer aussi. Et du coup, il me dit bah voilà, renseigne-toi sur cette prépa. Je me renseigne et puis moi je commence à idéaliser le truc, le calot, etc. Enfin bref, le calot c'est les chapeaux en fait de la gendarmerie que portent les préparationnaires à Fédherbe dans la prépa dans laquelle je suis allé. Et moi j'idéalise le truc. Hein. Tu vois, tu pourras peut-être couper au montage, mais on dit que je suis un border d'excellence. C'est vrai. Là, ça commence à changer parce que je me dirige plus vers des parcours qui sont un peu plus hétéroclites et qui sortent du sentier battu. Mais j'étais un border d'excellence. Donc, je me suis dit, je vais viser ça. Donc là, tu vois, j'avais 2 points, j'ai déjà perdu le fil. Donc, le premier point, c'est le prestige qui en découle, c'est la crédibilité que la prépa va permettre parce que, bah voilà, les employeurs, les gens que tu rencontres vont le voir très vite. Elle prouve ta capacité à te résilier, à faire face à l'adversité, surtout quand t'as terminé, en fait. T'es fier de toi, tu sais qu'entre guillemets, t'as passé le plus dur, et que mentalement comme physiquement, t'as appris à te connaître. Parce qu'à 18 ans, on se connaît pas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi l'aventure humaine qu'elle permet. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui venaient de milieux géographiques et sociaux. Différents. On coupera au montage, s'il vous plaît, quand même. Je sais pas si je couperai au montage cette partie-là. Non, mais c'est vrai que comme tu me disais en off, on peut faire des erreurs et bon, ouais, c'est pas un souci. C'est trop bien en fait. Franchement, je suis vraiment content de pouvoir faire cette discussion là aussi parce que j'avais beaucoup de choses à dire. C'est le but à la base parce que au final là, maintenant t'es enfin dans la place de l'invité, tu peux enfin parler, tu peux enfin mais vraiment. Parce qu'il avait envie, il avait vraiment envie, faut le dire. Non, mais voilà. Le sujet est parfait parce que moi-même, du coup, de mon côté, j'ai mes expériences et du coup, ensemble, on peut faire un petit comparatif des 2 prépas et du coup, montrer ce qui peut en découler. Donc c'est intéressant, ça te donne la parole. Mais ce que je te dis, c'est en fait géographiquement comme socialement, moi j'ai appris de personnes qui venaient pas du même milieu que moi. Ouais. J'étais à l'internat dès le départ. Petite anecdote, mes parents me ramènent à l'internat, une chambre, 2 lits superposés, enfin 4 couchages, 2 lits superposés, en bois, immeuble, enfin c'est pas immeuble, c'est internat du coup, mais un grand bâtiment de 1970, hyper vieux, un peu prison. Franchement, c'est un peu prison. Moi, j'étais content, quoi. Tu vois, j'avais tellement idéalisé le truc. T'es dans ton truc, là, t'es dans ta bulle, mais là. pour moi, j'étais arrivé à Harvard, quoi. Tu vois, c'était vraiment c'était un truc de fou. T'as tellement vendu en même temps. Et ouais. Forcément. Bon, après, tu te déchantes quand même, hein. Tu te dis, ah oui, d'accord. Ah oui. Enfin, tu te déchantes pas sur le prestige, parce que tu te dis, c'est quand même fou. Mais, tu te dis, ah oui, c'est donc ça la vie de classe prépa. Et donc, 4 mecs que tu connais pas, avec qui tu vas devoir passer ta vie. Donc, big up à Baptiste, Damien et Foucault, qui sont toujours, on est toujours en contact aujourd'hui, parce que forcément, quand tu passes 1 an en première année, on était toujours ensemble. Et en fait, tu taffes avec eux, tu te réveilles avec eux, tu dors au-dessus d'eux, quoi, parce que t'es en lit superposé. Ah, t'es en coloc. Tu fais tout avec eux, quoi. Du jour au lendemain. Et ça change du coup. Ce que tu disais en première année, c'est-à-dire qu'après ça change. Deuxième année, t'es tout seul quand même, parce qu'ils considèrent que t'as quand même besoin de plus d'espace, tu peux pas aller concours. Enfin, tu vois, voilà. Mais ça forge.
Donc il y a le côté tradition aussi, comme je t'ai dit, on portait les calots, on avait des événements, des soirées ensemble où vraiment il y avait des cérémonies. Enfin, je vais pas tout dire, et je dirais même peut-être rien parce que c'est c'est des traditions qui doivent rester privées, confidentielles. Mais voilà, en fait, si tu veux, pour casser le cliché de oui, tu te retrouves avec des premiers de classe, fils à papa et reproduction sociale, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est ton cas? En fait, voilà, tu te dis, mais je suis avec eux. J'étais avec, tu vois, pour la petite anecdote encore, le fils du chirurgien de mon grand-père, qui est un mec extraordinaire. J'étais avec non mais vraiment j'étais avec un mec boursier comme moi qui venait du fin fond du Nord, qui avait vraiment limite pas choisi d'être là, tu vois. Il était très bon et du coup lui voilà, il a coché le truc sur Parcoursup, il s'est retrouvé là. Et en fait, tu te dis je suis avec eux. Au final je mérite quoi. Et tu crois à la méritocratie. Tu te dis je suis là par le travail. Et ça c'est ouf. C'est une sensation que tu te dis mais en fait à partir de là, rien n'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça c'est ouf. Du coup, ça donne envie d'y croire ou t'y crois vraiment quand tu y es, quoi? La méritocratie. La méritocratie, tu vois, ça mériterait un épisode complet. La méritocratie, moi, quand je suis arrivé à Faidherbe en classe prépa, j'y ai cru parce que j'avais bossé pendant 2 ans au lycée pour être là. Ouais. Et je me suis dit, je n'ai pas payé un sou, je suis là. Je suis même payé parce que tu vois, j'avais eu le bac mention très bien, j'avais genre 2500 € de bourse échelonnée sur 2-3 ans. Enfin, t'as le soutien de l'État, t'es nourri, logé, blanchi pour quasi 100 balles par mois, quoi. C'est extraordinaire. Alors oui, tu taffes, mais on te fait croire, et c'est vrai en vérité quand même une fois que t'es là-bas, parce que il y a aussi le fait de pouvoir être là-bas et y rester, hein. Parce que des fois t'es tellement déconnecté socialement de ça. Moi, mes parents connaissent pas la prépa, mes grands-parents connaissent pas la prépa. Quand je reviens ici, on me dit mais pourquoi tu fais ça? T'es fou. Mais mec, t'es déconnecté de la réalité, malade, quoi. tu vois plus tes potes. Enfin, tu vois, ça on pourra en parler aussi des sacrifices. Mais toi, t'es dans ton truc, tu t'es dit mais putain, je vais aller au bout, quoi. Et tu crois à la méritocratie. Donc voilà, après, quand t'as ton école et que tu dois te payer 3 ans de logement à Paris, là, la méritocratie, tu te la reprends dans la gueule en te disant, en fait, je suis fils de pauvre, Après la prépa, c'est plus la même, quoi. Alors si, parce que t'as quand même, tu peux garder tes bourses, t'as quand même des aides de l'État qui font en sorte que tu puisses, mais tu peux pas aller en vacances, tu dois te restreindre aussi. Tu peux t'en sortir avec moins de confort. C'est ça la méritocratie, je pense. Moi, j'y crois. Par contre, il faut être 3 fois plus déter que celui entre guillemets qui a été éduqué et biberonné à aller faire prépa, aller faire polytechnique, aller faire les meilleures écoles, tout ça, quoi. Après, voilà, si t'es passé par la prépa, après maintenant t'es prêt, quoi. T'es là, t'as subi la prépa, maintenant l'après-prépa, pour toi, la vie c'est du gâteau, quoi. Ouais. Un peu. Mais je voulais revenir sur un truc parce que... dis-moi. On était sur le fait de... Pourquoi j'ai choisi ça, quoi. Ouais. Pourquoi j'ai choisi ça? Il y a 2 points. En fait. L'aventure humaine, le prestige. Mais, tu vois, on va faire la méthode des 5 why, les 5 pourquoi, et après tu remontes à la cause racine. Ouais. Le deuxième pourquoi, ça remonte à l'enfance. Pourquoi le prestige? Pourquoi je veux le prestige? Et du coup, là, je vais te raconter une petite histoire. Enfin, c'est pas une petite histoire, je vais te raconter un peu mon enfance. Donc, depuis petit, moi, j'ai une droiture. Dans mon comportement, j'ai une envie de bien faire tout le temps, quitte à faire mal. De toute façon, on le ressent, hein, nous-mêmes, hein. De toute façon, je te connais depuis le lycée. Et ouais. Depuis le lycée, c'est comme ça, hein. Mais mon prof d'histoire, monsieur, bon, on va dire son nom, parce que je dis le nom de tout le monde. Vas-y. Mais il me disait, tu sais, Ali, le meilleur est l'ennemi du bien. Tu vois? Ouais. Moi, quand il m'a dit ça, il m'a envoyé ça par mail quand j'ai eu ma prépa, justement. Je rigole, tu vois. Je dis, mais putain, elle a rien compris, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'étais un con, je pensais que j'étais plus intelligent que les autres, quoi. Bon, ça aussi, la prépa, elle te le casse, hein. Ouais. Elle te remet les pieds sur terre. Mais quand j'étais petit, je pensais que le meilleur, c'était le meilleur. C'était pas l'ennemi du bien, c'était le bien, quoi. Et donc, du coup, j'ai compris après que c'était faux. Mais moi, je suis né dans une famille qui avait pas énormément d'argent, qui en avait quand même. J'ai jamais rien manqué.
j'ai manqué de rien, j'ai eu de l'amour, du bonheur, j'ai jamais crevé la dalle. Enfin, tu vois, non mais vraiment, il y a toujours eu tout ce qu'il fallait pour bien vivre, mais on n'a pas non plus de l'argent à foison, quoi. Mes parents, ils t'ont découvert, tu vois. Enfin, il y a eu des moments où bah ouais, ta mère te regarde et te dit bah t'es intelligent. Je te le dis, c'est un peu la dèche, quoi. Et donc toi, on te répète en longueur de journée qu'il faut travailler à l'école, qu'il faut mieux faire, qu'il faut te permettre de vivre mieux. Tu vois, on te dit qu'il faut et à l'usure ça rentre. Ouais, tu vas devenir ingénieur, tu vas devenir machin, tu vas devenir truc, tu vas faire des grandes études. Bon, bah dans mon cas, c'est rentré. Ouais, tout le long de ta vie, tu l'as entendu ça, quoi. Ouais, mais c'est pas rentré tout de suite. C'est rentré assez tôt, en 6e peut-être, pour que je puisse comprendre très vite l'étendue des possibilités que j'avais devant moi. En fait, si tu veux, j'ai compris que j'avais une sorte de boule de potentiel que je pouvais prendre et que je pouvais en fait étirer à l'infini. Et ça, quand tu le comprends en 6e, ouais, là t'as déjà de l'avance. T'as quasi 5 piges de plus que les autres. Ouais, quoi. ouais. Tous les mecs le comprennent peut-être à la fin du collège ou peut-être même à la fin du lycée. Toi, tu le comprends. Peut-être même pas en fait. Ou peut-être jamais. Peut-être jamais. Non, mais peut-être jamais, tu vois. Tu sais pas. Ça, c'est sûr. Ça dépend tout à chacun, ça. Et c'est vrai. Et du coup, dès le collège, tu vois, ce qui était pas le cas en primaire. En primaire, j'étais un cancre. Tu vois, je m'en souviens encore. J'ai encore des, tu vois, Erwan par exemple. Enfin bref. Premier de la classe dès le collège, curieux de tout, curieux de vouloir tout comprendre. Je parlais beaucoup, je parlais à tout le monde, et j'étais pas forcément hyper à l'aise et hyper confiant, tu vois. Mais j'avais cette envie, j'avais une sorte de mission de vouloir tout savoir. Bon, c'est un putain d'handicap en vérité. Hein. Je te spoil le truc, c'est un handicap de fou. Mais un besoin de tout casser, une soif de connaissances, tu vois. Je rêvais d'espace, je rêvais de science, je rêvais d'universel. En fait, je voulais faire quelque chose qui rassemblait tout. Tu vois, je me voyais pas, et big up au boucher, au boulanger, au coach sportif, à mon père qui fait tous les jours un formidable boulot sur son site d'exploitation de création de béton. Enfin bref, je voulais pas faire un métier cantonné, spécialisé, tu vois. Ouais, tu voulais être libre, quoi. Ouais, je voulais faire quelque chose d'universel, tu vois. Et un métier d'artisanat, tu vois, moi, j'hallucinais devant les mecs qui faisaient tout ça, mais je me voyais pas faire quelque chose de spécifique. Et donc du coup, si tu veux, je me suis chopé une vision. C'est la vision de ne jamais avoir de limites. Et tu vois que je crois que j'ai une chance, moi, c'est que je vois pas les limites en fait. J'ai pas de barrière, comme tu disais tout à l'heure. T'as eu du mal à commencer le podcast. Ouais. Je m'auto-censure. Je veux faire bien du premier coup. Tu vois, moi, dès le plus jeune âge, je me suis dit, bah en fait, fais-le et tu te casseras la gueule, et c'est pas grave, tu recommenceras. Oui. Non, pas de limite. Je suis pareil en fait. Tu peux devenir président, quoi. Je suis pareil en fait, mais t'as toujours cette volonté de bien faire, donc forcément tu vas penser à ça. Mais je te rejoins totalement sur ce coup. Hein. Par contre, tu vois, ça en fait, bah c'est tragique des fois, c'est malsain parce que tu te fixes pas de limite. Et quand tu te fixes pas de limite, et ben en fait tu dis jamais non et du coup bah tu sais pas gérer ton temps et tu fais 36 000 trucs. Tu fais 36 000 trucs à la fois et tu le fais mal. Exactement. Donc ça c'est vraiment le plus gros. Le plus gros point noir. Bah tu le fais mal parce que surtout t'as pas le temps quoi. C'est-à-dire que t'es occupé sur une tâche, tu peux pas en faire trop à la fois quoi. Bah et puis ton cerveau si tu veux il est pas multitâche. Bah il est pas multitâche. Le cerveau n'est pas multitâche. De toute façon c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Les gars, le cerveau n'est pas multitâche. Le cerveau n'est pas multitâche. Mais tu peux apprendre à gérer plein de petites tâches à la fois, tu vois. Oui, bah ça c'est possible. Oui, ça c'est bien, ça bien sûr. Mais faut pas avoir 36 000 objectifs à la fois parce que tu pourras pas bien les faire. Voilà. Impossible. Mais tu vois, je m'éparpille, mais c'est hyper intéressant parce que ça montre en fait pourquoi choisir la souffrance. Parce que cette enfance-là, quoi. Ouais. Parce que ce caractère-là. Et du coup, voilà. Ce que je veux dire, c'est que en m'imposant pas de limite, 1, 2, 3, j'ai toujours refusé le confort. J'ai toujours refusé d'abandonner. J'ai toujours refusé d'arrêter. Et j'ai parfois refusé l'équilibre. Et ça m'a coûté cher en première année de prépa. On parlait de la prépa. Je fais un burn-out ou du moins. Je vais même pas utiliser le terme, c'est comme j'ai été boycotté avec l'épisode sur les HPI. Ouais. Tu vois, ces problèmes psychologiques, des fois faut pas en mettre de mots dessus, faut juste dire ce que t'as ressenti et puis bah tant pis, y a pas d'étiquette. Mais ça m'a vraiment foutu en l'air.
ce manque de canalisation là. Donc voilà. Mais en tout cas, le meilleur est l'ennemi du bien, c'est vrai, mais le meilleur repos vient après l'effort. Et pourquoi choisir la souffrance? Parce que c'est après la souffrance qu'on savoure la plénitude du repos, quoi. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que tu me proposes la pilule rouge et la pilule verte. En fait, moi, je prends toujours la pilule rouge parce que ça me fait sentir vivant. Et pour moi, c'est ça. Se sentir vivant. C'est ça le truc. On va peut-être y revenir, ça. Se sentir vivant. Se sentir vivant, ouais. Voilà, ça fait peut-être long hein, ce que j'ai dit, mais en tout cas, mais on va revenir de toute façon sur le sujet de la prépa. Ouais. Tu nous parles un peu de ton enfance là. Ouais. Creuse un peu là, parle-nous-en un petit peu plus peut-être. Ouais, carrément. Bah en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Quand j'étais petit, j'étais passionné de tout, comme je te disais. Ouais. Mais spécifiquement par les sciences, parce que justement, comme je te disais juste avant, elle rassemblait ce côté universel. Et en fait, moi j'ai eu besoin de comprendre le monde dans son ensemble très vite, de façon macro, comprendre le mouvement des nuages, le mouvement des planètes, mais aussi de façon micro, comprendre pourquoi il y a des insectes qui font la taille de mon cheveu, quoi, tu vois. Et donc très vite, du coup, j'ai eu ces questions qui me viennent en tête. Pourquoi il pleut? Pourquoi il neige? Pourquoi il y a des petits? Pourquoi il y a des grands? Pourquoi il y a des noirs? Pourquoi il y a des blancs? Et comment arrive la lumière dans notre rétine? D'ailleurs, c'est quoi la rétine? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de vie? Et où elles sont? Ouais, t'es curieux, quoi. Mais vraiment. Vraiment curieux. Et c'est ça. Et donc, toutes ces réponses, je les trouve un peu dans mes cours de physique au collège, tu vois, mais ça me suffit pas. Alors moi, je vais chercher dans des livres plus avancés, des livres universitaires, comme Y penser, par exemple, de Bruce Benarmand. Donc, c'est un livre de vulgarisation. Mais je l'avais pris aussi, ce livre-là, à l'époque. C'était incroyable. longtemps maintenant. Incroyable parce que et du coup j'avais des discussions parallèles avec mon cours de physique, avec mon prof de physique plutôt. Je parle pas à mon cours, hein, je parle à mon prof. Et il me disait non mais stop-toi un peu, apprends le cours déjà qu'on vient de faire et ensuite tu verras pourquoi en fait la lumière elle est composée d'ondes et de particules en même temps quoi. Enfin du coup bref. Donc mon cerveau il s'arrête plus. J'ai réussi quelque chose que j'avais pas conscience à l'époque, c'est que j'ai libéré mon cerveau. Donc j'avais pas encore lu le livre d'Idriss Aberkan sur le sujet, mais en tout cas à cette époque, je me dis, tu vois, la vie c'est ça, c'est expérimenter des choses, c'est se rendre compte que la théorie c'est bien, mais qu'en fait les expériences que tu fais, tu te rends compte qu'elles étaient conçues et écrites dans un livre quelque part, et quand tu lis le livre, tu te dis mais je l'ai vécu ça. Ça t'est déjà arrivé ou pas ça? Un peu, ouais. Ouais, ça m'est déjà un peu arrivé. C'est le livre de la vie finalement. Ouais, mais c'est un peu ça. Et donc, tu vois, au début, j'hésite. Je me dis, est-ce que je vise une école d'ingé ou est-ce que je vise Sciences Po? Parce que moi, franchement, ça me faisait triper de voir les discours des politiques. Je vois Emmanuel Macron. Bon, il n'était pas président à l'époque, mais en tout cas, cette notion-là de grand homme, tu sais, bandeur d'excellence, tu vois, comme je suis, ça m'allait bien, quoi. Et donc, j'idéalise les philosophes qui sont historiquement des scientifiques. On peut parler de Descartes, on peut parler de Michel Foucault, Sartre, Étienne Klein plus récemment que j'adore. Donc j'avais fait mon stage d'observation de 3e dans un laboratoire de recherche à l'INSA, à Valenciennes, une école d'ingénieur que j'ai voulu viser juste après, après du coup la 3e. Donc je me suis orienté vers la première S, enfin du coup le lycée qui proposait la première S sciences de l'ingénieur. Et donc j'arrive au lycée avec la volonté de devenir ingénieur, c'était sûr, c'était clair, c'était précis, je ferais pas autre chose et choisis mon lycée du coup pour la spécialité du même nom. Donc au lycée, je renforce mon intérêt pour la philo, je découvre les sciences, j'engrange et tu vois, c'est ça ma passion en fait. C'est découvrir et apprendre. Donc je participe à tous les projets possibles et inimaginables. Ouais, mais là t'as jamais fini avec ça. En partant de ce principe, t'as jamais fini. Parce que je suis totalement pareil, mais une fois que tu t'intéresses à un sujet, tu vois un truc, tu as envie de t'y intéresser, tu vas dedans à fond, et t'es parti, quoi. Ouais. Mais t'as jamais fini. Mais à cette période-là, c'est important, tu vois. Oui. C'est la période où tu te découvres. Tu te dis, mais bordel, déjà, qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux être? Et qu'est-ce que je veux accomplir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, je participe à des olympiades de maths, de physique, de chimie, de sciences en général. Je commence la guitare, la musique. Je me mets à fond au sport, je commence à écrire. Ah, c'est ce que je dis, tu touches à tout. Je touche à tout. Tu touches à tout. Voilà, je touche à tout. Mais en fait, tu vois, tout ce qui rassemble, le dénominateur commun de tout ce que j'ai dit là, c'est la discipline.
j'avais Encore un une mot obsession Encore un mot fort, les amis. pour la discipline. J'avais une obsession pour la discipline. Et d'ailleurs, je suis rentré en conflit avec pas mal de mon entourage qui me disaient mais pète un coup. Ouais, ils sont pas ils sont pas dans le même état d'esprit. Eh ouais, sors du carcan. Mais souvent, en plus, c'est la famille, parce que, moi-même, ça m'est arrivé, surtout avec la prépa. Bien sûr. Forcément, Bien sûr. tu t'as pas le même mode de vie que les gens. Non. Du coup, il y a un décalage qui est fait et du coup, les gens vont te reprocher des choses. Tu te dis, c'est ma vie maintenant. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je le fasse. C'est clair. Donc, je le fais. Là, je veux juste finir et j'aurais bien exprimé ce que je voulais dire. Là, je me suis lâché. Là, c'est bien. Message aux jeunes. Non, mais vraiment. Et ça fait hyper moraliste. En plus, j'aime pas ma pause et tout. Mais je pense que c'est un vrai message, tu vois, qu'il faut remettre en fait. C'est le but en fait du projet qu'on fait là. C'est bordel. On a tous des cerveaux. On a tous une dalle, qu'elle soit plus ou moins importante. La dalle, ouais, la fameuse. Mais ouais, et en fait, c'est en écoutant des mecs comme moi, on s'en fout, qui ont pas d'expérience. Pour le coup, j'ai que 21 ans, comme toi, Lucas, tu vois. Des mecs beaucoup plus expérimentés, des mecs qui ont peut-être raté leur vie dans le sens de la réussite à eux. Parce que d'ailleurs, ça veut rien dire rater sa vie comme ça veut rien dire réussir sa vie. Mais non, je sais, chacun son propre chemin, chacun prend son propre chemin et c'est tout, quoi. C'est ça. Si tu réussis ta vie à 40 ans, frérot, félicitations. Clairement. Donc je finis juste comme ça, je pourrais dire. Mais ce que tu veux dire là, c'est que tu peux en apprendre de tout le monde, quoi. En fait, c'est ça. Voilà. C'est que là, et c'est bien qu'on fasse cet épisode en premier et que tu le leads. C'est que en fait, le but de cette saison 2, ça va vraiment être de s'intéresser au pourquoi. Pourquoi? Là, on va dans le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça? Parce que quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Alors pourquoi quand j'étais enfant, j'étais comme ça? Parce que la famille, et en fait, c'est hyper important, parce que comment on retrouve le sens à sa vie en s'imposant une direction. Et comment on s'impose une direction? En regardant d'où on vient aussi, tu vois. C'est important. Créer le gap. Bon, du coup, je finis. Donc moi, tu vois, j'ai développé une passion de bien dire les mots. Comme je suis en train de faire là, j'essaye de capter l'attention, j'essaye d'être le plus clair possible, de transformer un message stocké dans mon cerveau en une parole fluide et claire, qui va couvrir à peu près tout ce que j'ai conçu depuis des années, ou depuis 30 secondes d'ailleurs. Et donc il existe pour moi, et j'en suis convaincu, c'est la première phrase de mon concours d'éloquence, il existe une combinaison de mots bien ordonnés et bien exprimés qui pourront faire changer le cours des choses. Ça, c'est le truc que je garde en tête. Et du coup, pour moi, la parole, c'est un pouvoir dangereux comme enchanteur. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça. Bah ouais, c'est le titre de mon premier concours. Et ça peut vous amener d'opportunité à opportunité parce que tu sais pas ce qui se passe. T'ouvres des portes, ça se trouve, il y a rien derrière, mais ça se trouve, il y en a une autre derrière qui est dorée. Ou du moins qui est en bronze, qui est argenté après et qui est en or après. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça, ça te permet d'aller loin, d'aller très loin et de canaliser, pas de canaliser, mais de catalyser, d'accélérer ta façon de libérer ton cerveau en général. Bref. Donc en gros, voilà, moi je sais que si tu veux, au début c'est pas gagné. Viser la prépa, même être ingénieur, c'est pas gagné d'où on vient, tu vois. Et donc du coup, si tu veux, je me suis entouré des personnes qu'il fallait. Et je pense qu'il faut absolument, on peut pas réussir tout seul. Dans tous les aspects de la vie, de toute manière, il faut que t'aies ton petit groupe, il faut que tu sois dans ta bulle avec les bonnes personnes. C'est ça. Parce que mais absolument. En fait, il faut se garder un équilibre de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, mais qui ont des tendances différentes. Oui. Des mecs qui vont être beaucoup plus chill, des mecs qui vont être beaucoup plus vénères que toi. Et toi au milieu qui se dit putain, tu vois, j'ai ça. Les mecs, ils ont le même objectif de vie, mais ils ont les mêmes valeurs. Dans un sens, tu prends un peu de tout le monde, tu vois, tu t'inspires un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Donc là, tu vois, par exemple, je parlais de mon prof de maths tout à l'heure. Ouais. Il y a mon grand-père, 3e épisode de la saison 1, qui a été cette personne qui a tenu la torche en fait. Et du coup, ouais, voilà, sans eux, j'aurais pas pu avoir le parcours que j'ai.
Et encore une fois, je ne suis qu'au début de mon parcours, mais Donc l'importance de l'entourage, quoi. l'importance de l'entourage. Et le rêve pour moi à l'époque, tu vois, c'est et c'était vraiment, et ça va devenir en fait hyper important pour le reste de ma vie. C'est de comprendre tous les jours qu'avec de la rage, de la sueur, de l'espoir, c'est hyper bateau, mon gars. Mais je te jure que c'est vrai. Tu peux tout faire. Et il y a une phrase que je veux dire, c'est que tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Mais jamais. Et ça, c'est bateau. On te le dit dans les films, on te le dit partout. Mais en vérité, s'il y a une phrase que je pouvais dire à mon gosse, si je dois mourir avant lui, bah j'espère que je mourrai avant lui d'ailleurs. C'est ça, quoi. Mais il écoute le podcast là d'ailleurs. Hein. Ouais, il écoute. Salut, je sais pas comment il s'appelle, mais ouais. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Eh ben c'est bien, J'en ai gros sur la patate. Ouais, c'est chargé. Hein. Mais on va revenir du coup un petit peu plus sur le sujet de la prépa, le sujet initial hein, quand même. Carrément. Quelles ont été tes motivations et tes attentes initiales vis-à-vis de la prépa? Bah en fait, je te l'ai dit, c'est un peu mes motivations, c'est mon entourage. Initial, hein, je parle bien initial. Initial. Ouais. Bah initial, c'est ce que je t'ai dit. Tu vois, initial, c'est cette question-là en fait, c'est ce que je viens de te dire. C'est le bébé que j'étais, qui veut tout dégommer, qui veut tout comprendre. Bah, c'est quoi la formation qui existe aujourd'hui pour te permettre d'apprendre en 2 ans ce que tu apprendrais en 10 ans? Bah, ça le ferait pas. Scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que l'universel. Pourquoi l'universel? Bah, parce que, encore une fois, ça déborde de partout que il faut trouver un domaine qui rassemble le tout. En prépa, t'apprends à manipuler l'électricité. T'apprends à comprendre comment fonctionne la lumière. T'apprends à comprendre pourquoi la tulipe qui est là-bas, tu la vois en rouge et pas en bleu. Pourquoi il y a des arcs-en-ciel. T'apprends aussi. C'est pas ce que tu cherchais à la base, toi, justement. Bah si, c'est voilà. ça. Mais c'est ça en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, en fait, si tu veux, les maths, par exemple, pour moi, c'est le langage unique, c'est le langage élémentaire du monde, parce que tout n'est que chiffres. En vérité, en prépa, tu n'apprends que tout n'est que chiffres. La vitesse de ta voiture, la vitesse du vent, la structure de ta maison, les données qui sont stockées dans ton téléphone. Tout est chiffres. Et c'est fou. Bon, ça peut te faire péter un câble. Et moi, tu vois, le samedi, quand je revenais chez ma mère et qu'elle me disait, mais alors, t'as appris quoi cette semaine? Cette question, elle me l'a posée 2 fois. Parce que elle savait que j'allais parler pendant, comme là, je suis en train de te parler, pendant 10 heures. Je vais lui parler de trucs, comment fonctionne une plaque à induction, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ouais, c'est un prolongement logique de moi petit, quoi. On va juste revenir aussi sur les sacrifices que t'as fait, parce qu'il y en a eu des sacrifices. Bah, il y en a eu un mort. Tu parlais de ta famille, tu parlais, voilà. Essaye de développer un petit peu plus, pour les gens qui nous écoutent, hein, encore une fois. Bah, les sacrifices, ils sont simples. Déjà, tu vois moins tout le monde. Tu vas pas aux anniversaires, c'est un peu les vies de stars là qui font ouais. Mais non, mais parce que c'est intéressant, parce que dans un sens on a ta vision à toi, et puis la vision des gens qui te connaissent, du coup, bah, qui ont vécu ça un peu avec toi, parce que t'as pas vu en fait. Bah non, mais c'est ça. Donc, moi j'ai disparu de la société, voilà. Tu vois. Alors non, parce que tu vois, quand t'arrives et que ta mère te dit bah c'est l'anniversaire de ta grand-mère, faut que tu viennes, bah oui, tu vas pas dire non, quoi. Tu vas pas dire j'ai un partiel, un DST lundi, je peux pas venir. Donc tu t'y vas. Et tu vois, pareil, ça c'est le sacrifice, c'est tu respectes plus les codes de là d'où tu viens, parce que en fait là d'où tu viens, on s'en fout de la prépa, on connaît pas la prépa, on sait pas que et de manière générale l'excellence, on s'en pignole la gueule, quoi. Non mais c'est vrai, quoi. On va biper. Non, on bip pas, c'est vrai, on s'en fout. Et moi je sais pas d'où ça vient ce truc-là, tu vois, c'est bah si, de mon grand-père, parce que tu vois, lui, c'est quelqu'un qui, dans l'artisanat, dans le côté manuel des choses, a développé une forme d'excellence. Tu vois, c'est quelqu'un qui a des doigts en or, qui a des mains en or, qui peut faire des choses à partir de rien, et donc il a une sorte de rigueur, il a une sorte de détermination dans tous les projets qu'il va commencer et qu'il va initier. Et pour le coup, manuellement. Et moi, en fait, de façon un peu plus abstraite, un peu plus mentale, un peu plus intellectuelle, j'ai développé la même forme de rigueur.
Et du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais ouais, sur les sacrifices. En fait, parce que là, tu nous parles aussi un peu, on revient sur le sujet de, la famille, de ton entourage, encore une fois. Carrément. C'est ce qui t'a construit, c'est ce qui t'a forgé aussi, encore une fois. De fou. On parlait, des sacrifices. Donc là, tu parlais notamment du fait que tu voyais plus les proches. Et aussi la santé. La santé. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, mais en fait, t'as des insomnies à répétition, t'as des hallucinations des fois parce que tu dors plus ou très peu, t'es fatigué à mourir parce que tu te réveilles à 6 heures du mat et tu te couches à minuit 1h avec du stress. Ouais. Et ça, c'est important. Parce que quand tu te couches à minuit 1h et que tu sais que le lendemain c'est dimanche et que il y a pas de dimanche en prépa, parce que le dimanche tu bosses. Nous, la seule. T'as pas de week-end en fait. Toi, ta semaine c'est une semaine. Le samedi après-midi, tu reviens, t'as 4 heures de DS, tu t'es mangé 4 heures de DS le matin. T'as peut-être pas dormi le vendredi parce qu'en fait t'es tombé dans un cercle vicieux. Faut tomber sur. Il y a des chaînes qui ont vlogué ça, enfin qui ont documenté ça de manière plus détaillée. Mais est-ce que t'as les noms Ouais, il y a Émeric l'étudiant. Il y a. Je pourrais te les donner en description, mais Émeric l'étudiant, c'est le mec que je suivais pour me rassurer, quoi. Ouais. Parce que c'est pas tout seul. La même chose et tout. Mais vous parlez un peu entre vous ou pas du tout? Entre personnes. Dans la même prépa. Ouais, dans la même prépa. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux, c'est un. Parce qu'au final, vous avez quand même tous le même quotidien, quoi. T'as deux types de personnes. T'as le mec qui savait ce qui allait lui arriver parce que son père l'avait déjà fait, parce qu'il s'était renseigné à fond, ou parce que juste, en fait, le mec, il est câblé pour ça. Enfin, il est câblé dans le sens où il est capable d'y aller. On est tous là, donc on est tous câblés pour y être. Ouais. Par contre, on n'est pas tous câblés pour y survivre. Donc t'as ce type de mec-là. Après, tu me parlais des types de profs aussi. Ouais, carrément. C'est pas les types de profs. Blague, hein. Bah oui. Et après, t'as les gens qui souffrent. Donc, oui. Et dans ces gens-là, t'as encore deux types de personnes. T'as ceux qui le montrent à fond, qui pleurent devant toi, qui te disent, mais je suis vraiment au bout de ma vie, Ali, là. En plus, moi, j'aime beaucoup parler avec les gens. Du coup, j'absorbais, j'étais un tampon de fou, quoi. Ouais. Et t'as de l'empathie, quoi. À mort, à fond. Et du coup, après, t'as la deuxième type de personne. Non, ça va bien. Y a pas de souci. Moi, je gère le truc. Mais qui tank, en fait. Mais en fait, il en chie autant que nous, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, pour venir sur la durée du repos, en fait, c'est l'après-midi. C'est le samedi après-midi. Quand tu reviens de DS. Parce que tout simplement, et c'est marrant parce que c'est la même sensation que quand tu reviens d'une grosse séance de sport. T'as fait une semaine de prépa, donc t'es vraiment ton cerveau il a fait que bouger. Même la nuit il bouge. La nuit je rêvais de maths, mec. C'est-à-dire que je fermais mes yeux, je voyais des chiffres qui bougeaient et tout, quoi. Et vraiment, c'est pas une blague. Je voyais le tableau de colle du lendemain. Tu deviens fou. Hein. Je deviens fou. Tu deviens fou. Et le samedi t'arrives et t'es genre mais lessivé, quoi. T'es lessivé. Et moi j'en rajoute pas. Franchement, il y a des gens qui vont me dire que j'en rajoute peut-être, mais j'en rajoute pas du tout. J'étais vraiment KO technique. Et le dimanche, tu te lèves à 8h pour bosser toute la journée, pour prendre de l'avance sur la semaine. Et si tu fais pas ça, et généralement, en fait, à la fin, tu fais plus ça parce que t'en as... Ouais. Et t'as pas pris le rythme au début. Compréhensible. Et quand t'as pas pris le rythme au début, en fait, c'est simple. Faut pas prendre de retard, quoi. Il faudrait, pour les gens comme nous qui sommes pas préparés à la prépa, qui ont pas... que j'étais chez des potes. Oui. Tu vas chez ces potes-là qui sont un peu plus aisés, qui sont un peu plus éduqués aussi à la prépa et qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants et les générations en prépa parce qu'il y a de la reproduction sociale, faut pas se leurrer, ça existe encore en France et ça existera toujours. Il y a une partie de bien là-dedans, mais il y a une partie de malsain aussi, tu vois, de se dire en fait c'est peut-être pas ce que veut mon enfant et je lui impose ça. Ces mecs-là en fait en prépa, ils savent ce qui va leur arriver, donc en vrai, ça va, quoi. Toute leur vie, de toute façon, ils ont été forgés à ça. Ah ouais, moi j'étais chez des potes à 6 heures du mat. Il y a le grand frère qui est passé, il y a la petite sœur qui va voir ce que le grand frère a vécu. En fait, ils ont un programme des devoirs, pas de l'école. Ils ont une prépa avant prépa. De la famille, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est comme les gens qui font médecine. Il y a certaines personnes qui peuvent se permettre de se payer des prépas supplémentaires de la fac. Et c'est très cher. Et ça leur garantit d'être quand même meilleur au concours. Là, c'est pareil.
t'as le père qui a fait Polytechnique et qui est capable de t'aider pour faire un DM qui est super dur. Oui. Parce qu'en fait, toi, t'arrives même pas à faire la question 1, quoi. Tu vois? Donc, les sacrifices, c'est ça, c'est la famille. Voilà. Moi, j'étais très famille, j'étais très social, tout ce que tu veux. Bah, t'as de la sociabilité en prépa, mais c'est pas la même que dans ta famille. Mais même, il y a un aspect de compétition. Et il y a un aspect... Alors, oui et non. T'as cet aspect compétition quand même chez certaines personnes. Toujours les mecs, c'est des cracks, ils sont forts et ils révisent même pas. Et tu sais, ils sont là, ils arrivent, ils démontent tout. Ils sont là, frère. Ouais, bah nous on avait des zinzins, mec qui faisait la fête toute la nuit. Le lendemain, il arrive, le mec explosé, il te tape des. Alors nous, c'était même pas des notes, c'était des classements. Il te tape premier, deuxième. Ça d'ailleurs, faut en parler du classement. T'es là, t'es sous le stress tout le temps, et puis derrière, on perd un classement. On te met un classement. Ouais, t'es là derrière, t'as travaillé toute la nuit. Ouais. T'es là, t'étais 5e, t'arrives 7e. Ah, mais carrément. Prends un coup dans la gueule. Moi, si tu veux, au début, j'arrive en prépa, première semaine, monstre. Je me dis, mais c'est bon, là, je suis là, je vais tout baiser. Je vais tout éclater, quoi. Ouais. Du coup, tu bosses, et tu tapes une bonne note, tu vois. J'avais tapé 7e sur 45, j'étais trop content. Je me dis, putain, c'est fou. Je me rappelle encore de ce classement tellement c'est... Il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire, mais il est ravagé du cerveau, le gars. mais il y a des gens aussi qui vont voir la vidéo, ou le podcast, les deux, qui vont voir et qui vont se dire, ah, putain, c'est ça, quoi. Mais grave. mais tu aussi, vois, c'est marrant parce que... C'est aussi le but, hein, les gars. Au sein de la même classe, on a deux visions différentes des fois. Moi, j'ai des potes qui l'ont hyper bien vécu. Pour eux, c'était normal, enfin, tranquille. Après, ouais, ça dépend de chacun. Hein. Ouais, ça va, oui, c'était un peu dur parce que je dormais un peu moins, une heure par jour, mais bah, tu vois. Ce mec, tu vois. Ce genre de mec. Et en fait, tu te rends compte, et c'est hyper dur, c'est que tu te dis, ouais, au lycée, les cours de maths et de physique, putain, c'était trop cool. Moi, je révisais une heure avant, et encore, c'est même pas vrai pour mon cas parce que moi, je taffais déjà. Et t'arrives en prépa et tu te dis mais en fait j'ai plus envie de bosser, quoi. Alors que c'est le moment. Alors que t'adores bosser. Ça et non mais que de base c'est ta cam de bosser, quoi, et de comprendre plein de trucs et de lire des livres et de faire des maths et de faire des équations de ça. Et t'arrives et tu te dis mais ouais non en fait c'est bon, j'atteins ma limite, la fameuse limite. Et bah la limite, moi je l'ai atteint en deuxième année pour le coup. Limite intellectuelle. Eh ben, c'est bien que tu parles de ça parce que justement, je voulais poser la question. Ouais. Quel était le mur du marathon? Le 30e kilomètre. C'est encore autre chose. Mais du coup, pour rester sur le sujet du sacrifice et sur ce que tu viens de dire, quel a été le moment ou les moments les plus difficiles dans ta prépa, dans cette période de la prépa, et surtout comment t'as pu les surmonter? Si tu les as surmontés d'ailleurs, je ne sais pas. Bah ouais, bah tu vois, je te parlais de la première année. Donc tu t'endors avec 4 mecs dans la même salle qui ronflent. Ça t'étais pas habitué, ça déjà. Ah non, t'es pas habitué. Puis en plus t'as le stress. Mais je veux dire vivre en communauté. Jamais. Ouais, voilà, j'étais jamais sorti de chez mes parents. Enfin, tu vois. Moi en plus j'étais très casanier. Je restais globalement chez mes parents à l'époque. Ça m'a game changer total. Hein. Et t'entends des ronflements, t'arrives pas à dormir. Donc ça c'est la première insomnie. Tu te dis putain, fais chier quand même. J'espère que demain je vais arriver à dormir. Le lendemain pareil. Pas moyen de dormir. Tu penses aux maths, en même temps tu penses aux ronflements, en même temps pas moyen de dormir. T'es pas bien, quoi. Ça te prend le ventre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bah au bout en fait de 6 jours. T'arrives à dormir entre deux. Non, peut-être, tu vois, je suis rentré en prépa, en septembre. Décembre, je me lève un matin, plus d'énergie. Et tu vois, j'appelle ma mère, maman vient me chercher, quoi, tu vois, c'est... Ouais. Et elle me dit, ouais, j'arrive et tout. Heureusement, j'avais mes parents derrière qui comprenaient, mais qui comprenaient pas. Comme je t'ai dit, quand ils m'ont déposé dans cette prison, là, c'était pas une prison, hein, mais... Oui, mais... ils sont sortis en pleurant, hein. m'ont pas envoyé une photo, mais elle me l'a dit après. Elle m'a dit, mais quand t'as déposé là, on s'est dit, mais waouh, on l'envoie au bagne, le pauvre. Et du coup, ouais, elle, c'était, mais arrête. Tu vois? Donc, j'ai pas arrêté, j'ai été voir les médecins et tout. Donc, ouais, décembre 2020, dur, quoi. Pouah, très, très dur. 2-3 semaines de... C'est les premiers jours, ça, tu nous parles, hein. Les premiers jours. Non, c'est même pas les premiers jours de la prépa. C'est vraiment dans l'ensemble de la prépa, t'avais souvent ça, quoi. Non. 3 mois après le début de la prépa, burn-out. J'arrête pendant 1 semaine, je vais pas en cours. D'accord. Parce que j'en peux plus, quoi.
je m'étais donné à fond. Je connaissais pas le monde du tout. Moi, pour moi, c'était, tu vois, c'est comme si tu passais du monde 1 de Mario Bros au monde 8 direct. Vraiment. J'aime bien la comparaison. Parce Non, que mais c'est ouf, hein. non mais oui, non mais parce que on voit très bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le deuxième gros moment, c'est le choix des écoles. Parce qu'en fait, après avoir fait Ça arrive ces à quel 2 moment ans, ça le choix des écoles? ça arrive au bout de la deuxième année en fait, fin de la deuxième année. T'arrives, tu passes les concours, écrit, tu choisis tes banques, tu coches, t'as 4 banques. T'as XENS, Centrale, CCINP et Mine. Voilà, donc en gros, tu passes 2, 3 ou 4 banques de concours. Moi, on avait passé 3, j'ai pas passé XENS. Et après, t'as les résultats d'écrit, après t'as les résultats oraux. Parce qu'en fonction de tes résultats écrits, tu es admissible. À l'autre. Et ensuite, tu D'accord. passes les oraux pour être admis. D'accord, oui. D'accord? Donc il y a deux, J'ai compris. il y a deux steps. Et au bout du deuxième step, bah en fait, tu dois choisir tes écoles. Mais tu sais que t'as foiré ou pas. Et donc, Et dans ouais, ton cas, moi, pour on va le parler de coup, ton cas concrètement. bah, en vrai, oui et non. En fait, pour moi, d'où je partais, ce que j'ai fait au concours, c'était incroyable. Parce que tu te souviens, au lycée, on avait de Big A en cours de maths. Ok. Et Oui, et en fait, non mais bref, en gros, tu te dis au lycée, j'étais là quoi. J'étais avec des zèbres, des fous. J'étais avec des gens qui avaient 0 niveau en maths. Bon, dédicace à la seconde 4. Mais je vous adore les mecs, mais incroyable. Mais En parler les gars aussi. dans Est-ce que ça mériterait pas un épisode entier de Ah, mais on les franchement, invite tous, on fait d'en parler de ça. Ah, Non, bah oui. ça serait trop là. Ça serait un zoo là. ça serait un zoo. Mais Seconde 4, la classe dans laquelle on était, on s'est oui, voilà, rencontrés, exactement. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins réussi, alors que on est vraiment parti d'une de base. rien. On est parti de rien. On apprenait rien. en C'est cours. même pas on partit de rien. C'est on faisait pire que on se tirait vers le bas en fait. Et ouais. On se tirait vers le bas. Et ouais. Mais c'était kiffant, genre. C'était kiffant, mais après t'en payes les conséquences. Oui, t'en payes les conséquences. Tu vois, moi, je pense que j'en ai payé les conséquences tout au long de la prépa. On a tous payé les conséquences. Ce manque de, ouais. Ça c'est certain. Surtout moi, ça m'a bien, scolairement parlant, ça m'a bien descendu. Là. Ouais, mais c'est pas grave, t'apprends de ça. Oui, t'apprends de ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui. Et du coup, oui, j'avais foiré. Pour un mec qui venait de cette prépa-là et de cette classe-là, j'avais foiré complet. J'étais dernier de ma classe, enfin, tu vois. Mais dernier de ta classe, casse-étoile, quoi. de mecs, autistes. Non, c'est pas vrai du tout, mais on est tous un peu autistes en vérité quand on arrive dans ces classes-là quand même. Moi, je pense que il y a une part de, faut être sado un peu, tu vois, pour arriver à des niveaux comme ça. Et il y a des mecs normaux et des mecs un peu pas normaux quand même, quoi. Et bref, non mais tout ça pour dire que moi j'étais fier. Tu fais partie de quelle catégorie? J'avais fini le truc. Ah moi, je sais pas en fait. Je pense que des fois j'ai des moments. Tu aimes ça, franchement. Je pense qu'on aime ça, on aime tous ça au final, tu vois, de se mettre en difficulté, parce que bah c'est un peu le sujet de l'épisode de toute manière, hein, mais ce choix que t'as à te mettre intentionnellement en difficulté. Bah, ouais. T'aimes ça en fait. Bah tu choisis la difficulté. Mais en fait. oui, tu choisis la difficulté et surtout que ok, t'es en difficulté, t'en apprends. Ouais. Mais t'as une limite. T'en parlais tout à l'heure. Et là, t'as dépassé cette limite et c'est exactement ce que tu dis. En fait, pour conclure sur ça, la prépa, ça te rend vif, endurant et crédible. Voilà. Donc, après ça, je te dis plus rien n'est impossible. Et tu apprends à la sortie. Et ça, on peut en parler maintenant. À quoi la souffrance te permet à la sortie. Tout à l'heure, je disais, Aristote, un philosophe grec, dit « Le meilleur repos est celui qui vient après le travail ». Et en fait, si tu veux, ça s'applique partout. À partir du moment où tu souffres, tu vas savourer. C'est automatique, c'est l'équilibre de la vie, c'est comme ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme en amour, hein. À partir du moment où tu kiffes, tu vas souffrir. Soit d'un coup, soit par petites salves de douleur. Moi, je sais un peu, c'est comme une vague. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as un pic, ça va redescendre avec avec la même intensité. Pour après revenir à un état stable ou. Et donc là, tu vois, j'en perds les mots. J'ai même pas les mots en fait. J'ai souffert.
pendant 2 ans. Je veux dire souffert, mais le mot il est pas assez. Il est pas assez fort. Ouais, vraiment. J'ai souffert pendant 2 ans. Ça m'a forgé, mais j'étais au bas de la vague pendant 2 ans. Et après, c'est fiesta quoi. C'est la vie, mais quand t'as des gens qui te disent oh putain, je dois apprendre ma dictée de 150 mots, tu les regardes et tu rigoles. Mais vraiment, hein, tu te dis mais ouais, bah, c'est bien, on s'en fout quoi. Enfin, tranquille, ça va le faire, mec. Parce que tu relativises tout. Et du coup, t'as appris à apprendre, t'as compris. J'allais dire t'as compris à comprendre, mais ça se dit pas. Mais t'as compris qu'il fallait endurer continuellement. Ouais. En trouvant un équilibre, etc. Donc voilà, tu savoures chaque petit détail de la vie, tu l'analyses, tu le traites. T'as un esprit qui va plus vite en fait. Et par contre, la limite, c'est que moi, je garderais peut-être pas. Aujourd'hui, le système de classe prépa, il est bien, mais c'est trop rigide. Je trouve que c'est trop rigide et que, si tu veux, ça devrait changer. Putain, il vient nous faire. C'est un nouvel invité, les gars, vous inquiétez pas, il va parler aussi de sa prépa, là. Donc voilà, ça peut fabriquer des gens très plats aussi, parce que ça formate, c'est un rouleau compresseur. Donc ça peut fabriquer des mecs qui sont dans les clous, et c'est très bien. Il nous faut des personnes dans notre société française qui soient capables de travailler pour une grande multinationale à des hauts niveaux et qui sont capables d'endurer 70, 80, 90 heures de travail toutes les semaines. Mais il faut aussi des gens un peu plus fous. Faut de tout, quoi. Il faut tout. Faut de tout. Et en tout cas, voilà, si tu veux, c'est soit tu sors plat, soit tu sors avec la rage mais décuplée. Et moi, c'était mon cas. Donc je pense que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de comprendre le monde, l'étendue de mon ignorance aussi, de revenir les pieds sur terre, quoi. Parce que et c'est la cour de Dunning-Kruger. Oui. Tu te dis au début, Tu crois que tu sais tout. tu sais tout. T'apprends la danse, tu sais tout, c'est bon, j'ai fait 3 heures de danse, ouais, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi. Après, tu continues, tu te dis, ah putain, je suis quand même Je sais pas. vraiment une merde en danse, quoi. Et donc là, c'était ça, moi, c'était vraiment Dunning-Kruger à fond. C'est trop marrant, cette image. Mais, je me sentais nul. Et après, en fait, tu continues à apprendre, hein, et tu te dis, ah bah non, en vrai, je connais quand même pas mal de choses. Alors après, tu reviens aussi un peu dans le monde normal, hein, si je peux Voilà, dire. et Tu reviens dans le monde normal, là, tu te rends compte qu'au final, bon, Ça aussi. t'es pas tant nul, Ça aussi. pas si nul que ça, quoi. Ça aussi. Parlons de ton marathon. Avant ça, je voulais juste te poser un dernier truc, hein. Ouais. On va parler juste d'aujourd'hui. Hein. On va parler d'aujourd'hui, c'est comment la classe préparatoire aujourd'hui, elle a façonné ta vie et ta carrière. Ouais. J'ai pas de carrière pour l'instant, mais. Oui, non, mais tu m'as Mais compris, ouais, t'as bien pas sûr, de carrière, bien allez. sûr. Vas-y, parle-moi. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que, académiquement, j'ai un bon niveau. C'est scolairement, j'ai un bon niveau grâce à ça. En plus, là, je suis revenu dans une filière un peu plus soft au niveau des demandes, on va dire, académiques, donc des cours plus soft. Et de manière générale, donc là je suis en alternance aux arts et métiers à Paris, et du coup je suis en alternance dans une entreprise qui m'embauche en tant que apprenti consultant en transformation digitale. Et en gros, mon but c'est d'accompagner les industriels à intégrer des outils digitaux, donc des applications dans des casques VR, dans des tablettes, etc., au sein des usines. Voilà. Donc en fait, dans le métier de consultant, clairement c'est exceptionnel de passer par la prépa parce que déjà t'es très théorique, t'es très abstrait. Tu dois beaucoup synthétiser les choses, tu dois parler à plein de gens, tu dois être capable d'absorber ce qu'ils veulent te dire, de comprendre des situations et des contextes pour pouvoir les réexprimer de façon plus synthétique après. Donc ça, c'est ce que la prépa me permet aussi, de pouvoir postuler à ce genre de poste-là. Et puis, de manière générale, pouvoir entamer des projets comme celui qu'on est en train d'entamer ensemble. T'as plus peur du travail. Non, t'as Et peu peur de lancer, quoi. Bah non, tu te lances et tu te dis, mais de toute façon... T'as une idée, tu le fais. Bah carrément, quoi. Et t'as la crédibilité parce que, en fait, tu sais bosser. Tu sais organiser quelque chose, tu sais gérer ton travail. Ouais. Et t'as un vrai esprit analytique qui ne se retrouve pas ailleurs, je pense. Bon, du coup, Ali, tu vois qu'au final, on se rejoint sur
pas mal de points, hein, si je compare, notamment avec le marathon de Paris, parce que ça reste une prépa au final. Je vais revenir dessus très vite fait. Hein. Effectivement, en fait, on se rejoint sur 3 points. 3 choses. La première, c'est le fait de se sentir vivant. Ouais. Quand on en ressort, on a un sentiment de libération finalement. Mais carrément. Sentiment de libération. Moi, je me rappelle quand je passais la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que t'as ressenti? Tu en as pas parlé de ça? Mais frérot, shot de dopamine direct. Shot de dopamine direct, c'est une sensation qui est incroyable. T'as enduré le froid, t'as enduré la pluie pendant plus de 6 mois. Pour ce moment-là. Tu te levais à des heures pas possibles parce que t'avais 36 000 choses à faire dans la journée. Et là, t'en ressors, frérot, t'as genre 6 mois de frustration qui ressortent, quoi. Bah, c'est clair. Mais après, bon, j'ai pas eu le temps de trop en profiter parce que j'avais un peu mal aux jambes. Pour ceux qui savent. Hein, tétanisé. Ouais, allez voir l'épisode 10, hein, pour ceux qui savent, j'ai eu des petits problèmes. Enfin bref. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir pu en apprendre un peu plus sur nous-mêmes, en fait, notamment en ayant pu tester notre résilience et de se rapprocher de nos limites. Ouais. Enfin, moi, je l'ai un peu touché. Hein. Tu as touché la limite là? Ah, comme je te racontais en première année, quoi. C'est tu te lèves, tu ne peux plus te lever. Oui. Enfin, tu n'as plus d'énergie. Donc ça, c'est pour moi avoir touché sa limite. C'est pas plus mal quand tu ressors grandi, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et la troisième, c'est quoi? Bah la troisième, c'est, et pas des moindres, hein, c'est d'avoir pu gagner en discipline. Il y a des moments, tu vois, je devais me lever à 5 heures du matin, je te le disais tout à l'heure, hein, pour aller courir, alors qu'il pleuvait, il faisait froid, il neigeait. Qui fait ça, qui va s'imposer ça, de se lever aussitôt dans des conditions pareilles? Personne. T'es guidé par l'objectif. T'es guidé par l'objectif. Donc heureusement que j'avais une deadline finalement. Et toi, finalement, c'est pareil parce que en fait t'as eu tes hauts, t'as eu tes bas, mais t'as toujours gardé ton objectif en tête. Exactement. Et c'est vraiment sur ça que je voulais conclure cet épisode en fait, sur le fait de se mettre en difficulté sur le court terme finalement, bien que ce soit relatif encore une fois, pour en bénéficier à toute sa vie. Pleinement. Et je vous encourage d'ailleurs toutes et à tous à vous lancer vos propres défis, parce que les gars, c'est vital en fait. C'est vital. Et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui dans nos générations. Moi, tu vois, ça fait un bail que j'attends de pouvoir faire cet épisode, et je suis vraiment heureux de pouvoir le faire aujourd'hui directement avec toi dans l'émission que j'ai lancée en janvier et pour laquelle finalement. C'est un peu ça, pour laquelle vous me rejoignez toi et Max cette année. Je pense que c'est aussi voilà pourquoi la souffrance et l'effort sont importants. Voilà pourquoi s'imposer des défis c'est important pour ça, pour pas avoir peur de se lancer dans des aventures comme la nôtre. On n'est qu'au début des souvenirs qu'on va se créer et des moments qu'on va vivre. Tout est là. J'ai pu dire aujourd'hui ce que j'avais à dire. Et je te remercie encore pour l'opportunité, Lucas. Mais y a pas de souci. Je trouve que c'était vraiment un épisode formidable. Et tu vois, j'étais assez frustré dans la saison 1 de pas pouvoir rentrer, entre guillemets, dans le pourquoi de la personne qui était devant moi. Le pourquoi elle avait fait ça. Le pourquoi elle était comme ça aujourd'hui. Et finalement, de n'être resté qu'en façade avec les épisodes et les invités que j'ai pu avoir. Donc, l'objectif cette année, il est clair. Il va être de plonger nos invités dans ce genre de discussions, des discussions parfois intimes, avec des plus jeunes, avec des moins jeunes, avec des gens qui ont des expériences à nous raconter et à nous apprendre. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée comme tu disais tout à l'heure et qu'on est vraiment sur une bonne première lancée ensemble. Donc merci. Mais il y a pas de souci. Et finalement maintenant tu sais ce que ça fait d'être à la place de l'invité. Et c'est très agréable, hein, c'est cool. Oui, tu peux enfin te lâcher là, ça y est. Et ouais, tu peux dire ce que tu voulais là. Franchement, ouais, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et puis je vais te laisser faire l'outro. On va conclure sur ça justement. Hein. N'hésitez pas à poser à votre casque, mais vos questions, à partager vos propres expériences. Hein, ça serait super intéressant de pouvoir en discuter avec vous directement. Et si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour mettre une review de 5 étoiles, si vous êtes sur Spotify ou une plateforme islamique quelconque, ou sur YouTube. Et sur YouTube, mettre un pouce bleu et vous abonner, ça nous aiderait grandement, désolé. En tout cas, j'espère qu'avec cet épisode, on a pu vous motiver, vous apprendre quelque chose, ou au moins vous divertir. Voilà. C'était Postcasque. Lucas et Ali. Salut les amis. Dans Postcasque. Hey